Bonjour à tous. Donc la table ronde suivante, donc en fait il y aura deux tables rondes qui vont nous occuper pendant 1 heure sur l'organisation et comment adapter son organisation en phase d'hypercroissance. Donc l'hypercroissance, bien sûr, ça touche aussi bien les grands groupes que les startups. Et là, on va voir comment les startups arrivent à mieux gérer cette hypercroissance-là en termes d'organisation. Forcément, hein, plus d'agilité, plus de flexibilité. Et donc, on parlera aussi bien des enjeux RH, donc de recrutement, de compétences, formation, mentoring, que des enjeux de modèle d'organisation, de gouvernance et de management. Donc là, c'est l'articulation entre le central, les business units, la responsabilisation du middle management, mais aussi on évoquera l'entreprise libérée. On évoquera également les enjeux d'outils. Et donc, je vous propose de faire deux tours de table en fait entre nous pour d'abord vous entendre sur ce que sont vos conseils et vos bonnes pratiques en matière d'organisation sur les 3 types d'enjeux que je viens de citer. Et après, on fera un autre tour pour discuter des enjeux qui se posent, enfin des challenges, on va dire, pour les prochaines années, comme la culture d'entreprise, le choix des bons partenariats et d'autres. Donc, je vous laisse peut-être d'abord vous présenter en 2 minutes et après, vous pouvez enchaîner sur comment vous avez géré l'hypercroissance. Maxime ? Oui, je commence. Maxime Di, cofondateur de Time. Donc, nous, on est un éditeur de logiciels pour les experts comptables et leurs clients. Donc, on travaille avec un peu plus de 500 cabinets et 50 000 utilisateurs entrepreneurs qui utilisent nos solutions. Donc, avec des apps mobiles, des apps web et pas mal d'intelligence artificielle à l'intérieur. Hervé de Kermadec, donc moi je suis le fondateur de Webhelp KYC Services. Donc Webhelp KYC a été racheté par le groupe Webhelp en 2017. Donc le groupe Webhelp, c'est un groupe qui est composé de 100 000 employés dans plus de 35 pays et qui vend à ses clients des solutions d'outsourcing. Donc c'est un groupe qui à la fois a connu une hypercroissance et qui accompagne aussi ses clients qui sont eux-mêmes en hypercroissance. Jean Orgonazi, un des fondateurs de Digital Insure. Alors, Digital Insure, c'est un courtier digital spécialisé en assurance des emprunteurs et en prévoyance. Et nous avons 2 activités. Nous gérons des contrats de façon 100% digitale pour des grands assureurs. Nous en avons 13 aujourd'hui en gestion chez nous déjà. Et puis nous distribuons également en B2B uniquement via des courtiers d'assurance, des courtiers de crédit ou des banques, des contrats d'assurance d'emprunteurs et de prévoyance, là aussi toujours sans papier. Bonjour, je suis Steve Fogg, cofondateur et président de la société Participe. Donc Participe édite des solutions clés en main de distribution de produits bancaires, d'assurance et d'investissement en ligne. Donc pour faire simple, nous aidons au quotidien les banques, les assurances, les sociétés de gestion ainsi que leurs différents réseaux de distribution à déployer en moins d'1 mois, sans développement informatique, des parcours de souscription numérique à l'ensemble de leurs offres de produits et services. Donc peut-être première question, comment est-ce que vous avez géré l'hypercroissance en termes d'enjeux RH ? Alors, nous, en termes de recrutement, déjà, on mise sur 2 choses. Ça tient par l'excellence et la polyvalence. On veut des gens qui soient capables de s'adapter à beaucoup de situations, puisque le quotidien d'aujourd'hui est souvent différent le trimestre qui suit. Donc clairement, il faut des gens qui soient capables de s'adapter. Et évidemment, ça aide quand on a des très bons profils. Ça, c'est la première chose. Et on a un fonctionnement qui va changer assez régulièrement. On a à la fois une structuration tech particulière en product line en l'occurrence, puisqu'en tout cas nous notre particularité c'est d'avoir 5 produits très différents, donc on a vraiment des teams différentes avec de la transversalité évidemment entre chaque, mais on fonctionne de cette manière là et on a pour le coup un fonctionnement différent sur la partie un peu plus sales, où là pour le coup on va avoir une structuration par marché avec des squads spécifiques pour adresser les grands comptes, le middle market, etc. etc. Et c'est un fonctionnement qui est amené à évoluer très régulièrement. En fait, tous les 6 mois, on retourne un petit peu la table, pas juste par plaisir, mais parce que c'est nécessaire, parce que les choses ont changé, parce qu'il y a de nouvelles contraintes et de nouveaux clients. Donc, c'est le fonctionnement qu'on a aujourd'hui.
Il y a deux manières en fait de connaître la croissance. Hein. La première, c'est la croissance organique. Donc là, l'enjeu RH principalement, c'est de recruter de manière très forte des employés. La deuxième manière de croître, c'est de racheter, de faire de la croissance externe, hein, donc des acquisitions d'entreprises, où là, l'enjeu RH, c'est de fusionner les équipes. Donc nous, on a ces deux problématiques hein, chez Webhelp. Et un conseil que je peux donner peut-être aux futures licornes, hein, aux startups qui vont connaître cette hypercroissance, c'est de penser outsourcing. Parce que l'outsourcing, finalement, permet de variabiliser cette partie RH hein, et d'être accompagné et d'accompagner votre hypercroissance. Donc c'est un outil qui est très prisé aujourd'hui des startups hein, et des licornes. Et à titre d'exemple, chez Webhelp, on a maintenant plus de 40% de notre business qui est généré par des entreprises qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc cette hypercroissance, elle est de plus en plus présente dans l'économie digitale qu'on connaît aujourd'hui. Au niveau humain, de notre côté, je dirais qu'un des éléments essentiels, ça a été effectivement le recrutement. De travailler avec des personnes qui sont capables d'anticiper la croissance et de l'absorber. Ça signifie recruter les personnes. Au départ, on était 3, on est passé à 120 à peu près maintenant. Et on est passé de 0 à 300 000 contrats sous gestion assez vite. Et comment absorber ça? Simplement parce que les gens qui nous rejoignent, c'était des gens très expérimentés, qui avaient la capacité d'anticiper l'ensemble des problématiques à gérer au fur et à mesure qu'elles se présentent. Et ça nous permet, nous, le moteur de notre croissance, ce qu'on croit principalement avec les autres associés, c'est que le moteur de notre croissance, ce sont nos collaborateurs qui ont cette capacité de voir plus grand, plus vaste, parce qu'ils ont déjà en eux cette expérience-là. Et le deuxième point, je reprendrai ce qu'a dit mon voisin, c'est absolument vrai. Si on veut aller vite, il ne faut pas hésiter à outsourcer, il ne faut pas hésiter à confier des pans d'activité à d'autres, parce que ça permet évidemment de ne pas tout faire soi-même et d'aller beaucoup plus vite. Alors, du côté de Participe, depuis les 3 dernières années, nous avons connu une croissance supérieure à 30% par an de nos effectifs. Et pour faire face à cela, nous avons dû mettre en place ce qu'on appelle en interne une sorte de tunnel RH, donc, qui aussi autour du recrutement, de l'onboarding digitalisé, de la fidélisation, de la formation et de l'association des collaborateurs. Et donc, effectivement, on travaille avec des sociétés de conseil en RH pour pouvoir aller dénicher les meilleurs talents qui sont en quête de changement. Nous misons aussi beaucoup sur la formation à travers des partenariats avec des écoles pour pouvoir recruter des pépites très tôt et les intégrer dans la vision de l'entreprise à moyen et à long terme. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a plus de 95% des stages et des alternants qu'on recrute en CDI au sein de la société. Et au niveau de la formation et de la fidélisation, on n'hésite pas à favoriser la mobilité inter-équipes. Donc on a par exemple des équipes de développeurs qui peuvent évoluer vers des équipes de produits, des équipes de marketing qui peuvent évoluer vers des équipes de produits. Et ça permet en fait aux collaborateurs de s'insérer de façon longue et de façon plus pérenne au sein de la société. Et enfin, nous avons, pour justement plus fidéliser les collaborateurs, mis en place une poche d'actionnariat, donc de notre capital, qui permet à nos collaborateurs de devenir actionnaires de l'entreprise. Ce qui leur permet bien évidemment de pouvoir se projeter dans le développement de façon plus long terme. Et donc on a parlé d'outsourcing, d'M&A. Et donc, si on regarde maintenant le modèle de gouvernance de la start-up en tant que telle, on sait qu'il y a des sujets de transition managérielle qui se posent, de responsabilisation du middle management. Donc, comment ça s'est matérialisé, Maxime, par exemple? Alors, chez nous, on est dans un modèle d'entreprise libérée, qui est un terme qui nous déplaît quelque part, puisqu'il n'y a pas deux entreprises libérées qui se ressemblent. Donc on en applique certains patterns que les médias aiment bien, du type congé illimité ou salaire open bar. Dans les faits, tout le monde évidemment n'est pas milliardaire et tout le monde travaille à peu près comme un salarié équivalent. Par contre, on libère beaucoup de pouvoir et d'autonomie aux salariés. On réduit au maximum les strates et les couches. Et on essaye de donner beaucoup de responsabilités aux salariés, donc ça implique beaucoup de transparence aussi. On a des meetings avec toute l'équipe
très régulièrement. Et le point d'orgue, c'est effectivement ça, que chacun puisse se comporter chez nous comme en intrapreneur, comme on a coutume à le dire, c'est-à-dire que chacun ait sa part de responsabilité dans l'entreprise et qu'il ait l'ownership sur ces sujets et qui communique énormément et qui se comporte vraiment, non pas de façon passive, mais comme un moteur de la société. Voilà, ça c'est vraiment ce qui nous caractérise chez Time. Et du coup, chez WebHelp, donc, comment est-ce que vous réussissez à trouver le bon modèle entre l'autonomie qu'on laisse aux business units, aux lignes métiers ou même en local, par rapport à ce qu'on garde en centrale, pour trouver le bon modèle voilà. C'est vrai que c'est pas évident de répondre à cette question. Je dirais que ça varie un peu en fonction du stade de développement de la société. Mais nous, chez WebHelp, oui, il y a une très forte autonomie des régions. Ça, c'est une évidence. Et on n'a pas forcément la même organisation en local d'un pays à un autre. Et même au sein d'un pays, il y a une très forte autonomie, donc à la fois des lignes de service et des business units, et aussi des centres, parce que WebHelp est composé de centres de production. Et ces centres ont eux-mêmes une très forte autonomie. Donc nous, c'est le modèle qu'on a. C'est finalement la somme d'entreprises qui font qu'à la fin, on a un grand groupe. Mais on a néanmoins un enjeu aujourd'hui au niveau monde, hein, c'est de délivrer en fait les mêmes offres de services dans chacun des pays. Donc ça nécessite un changement organisationnel pour pouvoir opérer ce changement. Jean, quel modèle vous avez choisi? Alors, quand on est une start-up et qu'on est petit au début, le modèle il est simple, hein, c'est pas compliqué. Tout remonte au boss et Hawks Box, il y en a plusieurs, et on décide. Et donc ce qui est intéressant, c'est la transition. C'est la transition et également la gestion de l'outsourcing. Donc la transition, c'est évidemment quand on recrute, c'est de pouvoir s'appuyer de plus en plus sur la capacité à nos collaborateurs de décider seuls. Et donc c'est cette transition-là qui permet de croître ensuite. Et c'est la raison pour laquelle il est si important pour nous, petite société finalement encore en nombre, de recruter des collaborateurs de grande qualité et qui ont la capacité de croître avec nous. Et l'autre élément, c'est l'outsourcing. Parce qu'évidemment, on travaille avec pas mal de prestataires avec qui on est très intimement liés. Et donc là, on se met dans des modèles de collaboration assez particuliers où nous-mêmes venons à manager les équipes chez le partenaire. Et ça, c'est un degré un petit peu nouveau, que je n'ai pas vu dans le passé, de relations entre sociétés. Et donc ça inclut aussi la formation des partenaires? Ça inclut la formation des partenaires. On est sur des métiers, nous, un peu spécialisés, comme la prévoyance, l'emprunteur. Et effectivement, on s'est retrouvé à clairement former nos délégataires de façon à avoir la réactivité qui va bien et la fluidité des échanges qui vont bien. Steve, peut-être sur ce modèle-là. Et après, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de l'enjeu des outils? Je sais que vous avez mis en digitaliser certaines phases d'onboarding, de sortie des collaborateurs. Oui, alors du côté de Participe, on applique vraiment un management horizontal et très axé sur la donnée. Donc en fait, nous pilotons des équipes avec des objectifs qui sont des objectifs hebdomadaires et des objectifs qui peuvent être à la fois individuels et collectifs. Et donc nous avons mis une strate de middle management en place qui a beaucoup d'autonomie et qui s'organise un petit peu comme elle souhaite pour pouvoir délivrer les objectifs attendus en fonction des valeurs de l'entreprise. Comme on l'a dit tout à l'heure, le top management également joue le jeu, c'est-à-dire que nous mettons en place des éléments permettant d'apporter de la transparence maximum aux collaborateurs sur les performances de la société, ce qui permet de maintenir un engagement de tout le monde et d'entraîner vraiment tout le monde dans des objectifs qui sont des objectifs moyen terme. Sur la digitalisation, c'est un très bon point. Ce qui est intéressant chez Participe, c'est que nous avons digitalisé effectivement toutes les phases d'onboarding et d'offboarding de clients, mais nous avons également digitalisé tous nos outils de production, ce qui permet en fait à un collaborateur de travailler de n'importe où, bien évidemment en respectant les contraintes de sécurité, et ce qui leur permet aussi
d'allier vie privée et vie professionnelle. Donc on a par exemple des collaborateurs qui vont travailler de l'Ukraine, de la Suède, de l'Afrique du Nord, et cela sans que ça n'impacte en fait l'organisation actuelle ni la performance de la société. Et c'est un facteur très important qui nous a permis d'avoir en fait un taux de rétention extrêmement fort de nos collaborateurs. Donc typiquement, on a encore dans les équipes les premiers stagiaires de Participe qui aujourd'hui utilisent qui sont à des postes clés de la société. Et donc, si on essaye de parler du challenge de l'évolution de la culture d'entreprise, des enjeux RSE, la diversité aussi, parce que donc, ça fait partie de ce sujet d'organisation. Qui veut nous en dire un mot? Jean? Oui, bien sûr. Alors, on a une société peut-être un petit peu particulière. On est, je ne sais pas, en tout cas, on est vraiment moitié femme, moitié homme. Donc ça s'est fait assez naturellement. Dans les recrutements qu'on a effectués, effectivement, on fait attention à respecter cette parité. Pour nous, c'était un peu essentiel pour le fonctionnement de l'entreprise. Hommes et femmes ne fonctionnent pas exactement pareil, et maintenir cette parité était pour nous assez important. Donc on a pas mal travaillé sur ce sujet-là. Ouais. Et en termes d'évolution de culture d'entreprise, peut-être, notamment quand il y a beaucoup de M&A, etc. Hervé, si vous... Oui, non, mais tout à fait. La culture d'entreprise, c'est fondamental pour accompagner la croissance. Et elle est de plus en plus liée d'ailleurs avec les enjeux RSE. Elle est fondamentale déjà pour les employés qui font les ressources de l'entreprise, parce qu'ils ont besoin de se retrouver dans un projet qui est cohérent avec leur vision des enjeux RSE. Ils ont besoin aussi de se retrouver dans une culture forte, notamment dans des opérations de M&A. On sait que dans les métiers de service, c'est toujours compliqué de fusionner les équipes. Et c'est d'autant plus compliqué quand on a une culture d'entreprise relativement faible. Quand cette culture est très forte, elle arrive à embarquer les employés dans la bonne direction. Et enfin, vis-à-vis des clients aussi. Les clients sont de plus en plus demandeurs d'avoir une lisibilité sur la culture de l'entreprise et des enjeux RSE. C'est maintenant, dans les appels d'offres, devenu un élément important dans les choix des prestataires. Maxime et Steve, est-ce que vous voulez dire un mot sur culture d'entreprise? Nous, de ce point de vue-là, la culture d'entreprise a quelque chose de très impalpable, ce qui fait que nous, on a mis en place un outil qui s'appelle Office Vibe en l'occurrence, mais il y a plein d'alternatives qui existent. Le principe, il est assez simple, c'est que tous les 15 jours, on va récupérer le feedback de nos employés et on va mesurer un ENPS, donc l'Employee Net Promoter Score. Donc c'est l'équivalent de ce que vous pouvez mesurer auprès de vos clients, et ça va nous donner des insights de façon anonyme sur l'appartenance, la vision, les conditions de travail, et ça a été hyper important, notamment avec les confinements où finalement on ne voyait plus les gens à la machine à café, entre autres, et il se trouve que nous on est déjà sur 4 sites à la base, donc l'éclatement des équipes a renforcé ce phénomène de OK, on ne sait pas forcément ce qui se passe dans les équipes, et on était bien heureux d'avoir mis en place cet outil-là qui nous a permis de savoir voilà, comment étaient perçus les changements, comment les gens réagissaient, et parfois on se rend compte de détails qui peuvent être insignifiants, du type de je change le café à la machine et finalement les gens ils sont vachement plus heureux. Donc ça passe par des détails comme ça, évidemment, ça n'empêche pas les points réguliers, le management au quotidien, mais c'est vrai que le fait de pouvoir le mesurer comme un KPI essentiel de l'entreprise et fait vraiment partie, en tout cas de nous, de notre vision de l'entreprise. Steve? Alors, juste pour donner quelques chiffres sur Participe, au sein de nos équipes, je crois que nous avons 12 nationalités représentées. Au niveau de la parité, on fait un peu moins bien. Nous sommes à 30% de femmes. Dans l'édition de logiciels, je trouve que c'est déjà pas mal quand même. Et la culture d'entreprise chez nous, c'est quelque chose de très important.
dans la mesure où tous les trimestres, par exemple, on n'hésite pas à organiser des rencontres à la fois inter-équipe ou intra-équipe pour justement échanger et maintenir ce contact entre les équipes. On essaie également, dans cette logique d'autonomie, de donner la main aux personnes qui sont même à l'étranger pour qu'elles puissent avoir leur mot à dire sur la stratégie de la société, sur les directions qui sont prises. C'est la raison pour laquelle cet exercice de transparence il est essentiel pour nous. Et le résultat, il est tout simple. Hein. Comme je le disais, je pense que la moyenne chez Participe aujourd'hui, lorsqu'on regarde la durée entre l'entrée et la sortie d'un collaborateur, elle est supérieure à 4 ans. Bravo. Et Hervé, je crois que pour finir, tu voulais nous parler d'un relais de croissance, c'est une bonne conclusion, de WebHelp. Non. Oui. En termes d'outsourcing et de... Non, oui, c'est ce que je disais au début. Hein, finalement, l'outsourcing, c'est un... D'ailleurs, il y a un programme chez WebHelp qui s'appelle The Nest, qui a connu un gros succès, où on accompagne les startups dès leur origine, quand elles sont petites, pour pouvoir leur permettre d'externaliser, même sur 3-4 positions. Donc, c'est le fondateur Olivier Duhat qui avait eu cette idée il y a quelques années, et qui est une brillante idée, parce qu'on a donc donné accès finalement à l'outsourcing à des petites entreprises, et on s'est créé finalement le portefeuille de nos clients de demain, parce que ces entreprises, elles grossissent, on les accompagne dans la durée, et on crée des relations très fortes avec nos clients, parce que quand vous connaissez les entreprises, quand elles sont toutes petites, ben, vous créez des liens plus forts dans la durée. Donc c'est un programme qui a connu beaucoup de succès. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients ici qui ont connu WebHelp via The Nest. Merci. C'est très drôle parce qu'on a créé un hub de FinTech. Notre petit hub à nous, évidemment, c'est pas France FinTech, il n'y a pas de compétition. On a créé le hub FinTech by Digital Insure, qui regroupe des startups qui travaillent avec nous et qui travaillent également entre elles. Et donc ça crée une super émulation, et donc ça permet également pour elles-mêmes de trouver plus de marché, pour nous-mêmes de trouver plus de marché, de coopérer, parce que du coup on fait de l'outsourcing entre nous. Et on pense que c'est un modèle qui est super payant, et donc on est en train de le faire croître progressivement. Pour l'instant, il n'y a que 5 startups dans le hub, mais c'est appelé à croître. Ok. Écoutez, merci beaucoup à nos intervenants. Et puis, je vous propose maintenant de passer à la deuxième table ronde organisation, plus concentrée sur le développement international, à l'international.